Bonjour à tous et bienvenue au journal Les titres du 13h. Génocide rwandais, le Bénin manifeste sa solidarité au Rwanda. La vice-présidente de la République a pris part à la commémoration du 30e anniversaire de l'événement au souvenir douloureux. Notre dossier du jour s'intéresse à la mauvaise haleine, également appelée halitose. Elle est parfois due à de nombreux facteurs, y compris pathologiques. Que faire en cas de mauvaise haleine? On en parle dans ce journal. Demain, mercredi 10 avril, la communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Fitr, mais avant, les fidèles musulmans sacrifient à la tradition de la nuit de la destinée, une exigence du Coran. À suivre les explications d'un islamologue dans ce 13h. Le Rwanda continue de pleurer ses 800 000 citoyens disparus pendant le génocide de 1994. Un désastre humain au souvenir vivace 30 ans après. Dimanche dernier, à la commémoration, le Bénin a marqué sa solidarité au Rwanda par la présence de la vice-présidente de la République, Jérôme Hongwa Mohamed Biyan. Salle comble, imprégné de souvenirs pesants de plus de 800 000 Rwandais arrachés à la vie entre avril et juillet 1994. L'écho de la voix du président rwandais Paul Kagame résonne dans cette salle polyvalente de la Beka Arena où se sont rassemblées des personnalités éminentes, parmi lesquelles la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata Zime Yerima, représentant le chef de l'État Patrice Talon. C'est la communauté internationale qui nous a tous abandonnés, que ce soit par mépris ou par lâcheté, a déclaré en substance le président rwandais Paul Kagame. Nous avons tiré des leçons de notre expérience. Première leçon, seuls nous, les Rwandais, et nos frères africains peuvent donner de la valeur, estimer nos vies à la valeur juste. On ne peut pas demander aux autres de donner de la valeur à nos vies en tant qu'Africains. Voilà le chemin que nous avons choisi pour préserver la mémoire. Maintenant, notre histoire, nous racontons notre histoire telle que nous l'avons vécue. Deuxième leçon, n'attendez jamais que quelqu'un vienne vous sauver et ne demandez jamais la permission de faire votre devoir, de faire ce qu'il faut pour protéger vos populations. Personne, pas même l'Union africaine, l'UA, ne peut se dédouaner de cette inaction face à la tragédie annoncée du génocide. Ayons le courage de le reconnaître et de l'assumer, a également affirmé le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Dans un environnement africain et international profondément conflictuel, se nourrissant de discriminations tribales, raciales, religieuses, culturelles, économiques, voire civilisationnelles, le Rwanda, en toute humilité, offre un modèle dont la résonance positive transcende les frontières de l'Afrique et s'inscrit dans une typologie universaliste. Soyez-en fiers, chères sœurs, chers frères rwandais. Le Rwanda demeure en proie à la douleur 30 ans après le génocide, malgré l'espoir porté par son peuple, désormais uni, loin des divisions ethniques. Une flamme allumée au mémorial brûlera pendant 100 jours, symbolisant la durée du printemps rwandais. Le Bénin, pays ami et partenaire stratégique du Rwanda, a exprimé sa solidarité en envoyant sa vice-présidente de la République assister à la commémoration de ce 30e anniversaire.
Retour au Bénin pour nous intéresser à cet outil du système d'information de gestion des finances publiques. Il s'agit du module P7, un efficace outil dans le processus de gestion comptable du patrimoine de l'État. Sa maîtrise est exigée par la réforme sur la comptabilité des matières. Ernest Tetegou et Ulvaeus Balogun nous en disent plus. Pour une gestion efficace, transparente et rationnelle du patrimoine non financier de l'État et la tenue de la comptabilité des matières, la maîtrise de l'exploitation du module P7 du système d'information de gestion des finances publiques est indispensable. L'exploitation du P7 est devenue effective depuis l'année passée. Et comme tout nouvel outil de gestion, certains acteurs éprouvent encore des difficultés dans son exploitation, malgré l'accompagnement de la DGML sur le terrain. C'est dans le souci de surmonter ces difficultés que cette formation s'inscrit. Il s'agit donc, au cours de cette formation, d'outiller les cadres de l'administration en vue de la bonne gouvernance des matières de l'État dans le cadre de la réforme de la comptabilité des matières. Cette formation a la particularité de présenter des innovations liées au fait que les notions à aborder tiennent compte non seulement des tests nationaux existants dans ce domaine, mais aussi des nouvelles exigences juridiques qui s'imposent. Cette formation à terme va permettre la levée des entraves liées à l'utilisation optimale du module P7 afin d'améliorer qualitativement et significativement la gestion des finances publiques. Place au dossier du jour. La mauvaise haleine, également appelée l'halitose, est un problème de santé assez fréquent. De nombreux facteurs, y compris pathologiques, peuvent en être la cause. Que faire en cas de mauvaise haleine? Comment et quels sont les principes d'une bonne hygiène bucco-dentaire? La réponse est dans le dossier santé du jour. Elle est venue consulter une spécialiste pour un problème d'haleine. Durant près d'une demi-heure, cette dentiste interroge Nadège sur son quotidien. Un temps d'écoute essentiel destiné à prendre en compte la gêne de la patiente devenue parfois une souffrance. J'ai su que j'ai une mauvaise haleine parce que mes amis m'ont dit ça. Et souvent, si je porte de bavette et je parle, je sens des mauvaises odeurs. Des informations qui permettent aux chirurgiens dentistes, après un premier examen, de conclure à une halitose. Les tartres ou même les abcès. Quand le malade présente ces signes dans la bouche, il peut manifester une mauvaise haleine. Et c'est le cas de notre patiente. Elle présente des tartres, donc on lui fera un détartrage. L'halitose ou la mauvaise haleine est un phénomène incommodant et gênant qui touche 30% de la population. Ses causes sont multiples. La mauvaise haleine, c'est une odeur persistante, désagréable, que l'on sent quand on expire de l'air. Elle peut ne pas forcément être source de maladie ou signe de maladie et peut se ressentir quand on ingère certains aliments forts comme les oignons. Elle peut être causée par la sinusite, elle peut être causée par les reflux gastrique, elle peut être psychologique ou elle peut être aussi causée par la présence d'affections bucco-dentaires. Mais il existe des solutions pour limiter les dégâts. Consulter un médecin pour identifier la cause et la traiter, c'est la principale action à faire. La consultation annuelle chez le dentiste peut permettre de diagnostiquer une halitose. Limiter, voire arrêter la consommation d'alcool et de tabac. Renforcer son hygiène dentaire, le brossage des dents au moins 2 fois par jour et surtout après la consommation d'aliments comme l'ail, la moutarde africaine, notre célèbre Afiti, l'utilisation de fils dentaires pour nettoyer les espaces interdentaires, l'utilisation de bains de bouche. Les gens comme moi qui parlent peu, je conseille souvent de mettre du clou de girofle comme ce que j'ai dans la bouche actuellement. Parce que quand la bouche reste fermée trop longtemps, ça peut engendrer de mauvaises odeurs. Il y a des gens, quand ils brossent les dents, par exemple le matin, ça fait encore le lendemain matin, 24 heures après, avant qu'ils ne prennent encore leur brosse pour brosser les dents. Tout ça, là, ça cause des mauvaises haleines. Une bonne base de nettoyage dentaire permet d'éliminer la mauvaise haleine. Toutefois, il est aussi recommandé de consulter le spécialiste au moins une fois l'an.
Loin de l'hygiène bucco-dentaire, la qualité a un coût. Les pagnes tissées au Bénin appelées canvas répondent à ce principe. Dans ses différents coloris et designs, le canvas, ce patrimoine vestimentaire noble, est réputé d'excellente qualité, recherché donc, mais pas accessible à toutes les bourses. Gloria Oni et Ernest Etegou, reportage. 80%, ce sont les étrangers qui viennent acheter ici. Tout développement est inspiré de la culture locale ou nationale. Le savoir-faire traditionnel des pagnes se caractérise par des techniques, le tissage et des matières premières spécifiques. Le pagne tissé, c'est un pagne typiquement d'Abomey, Bécon, de quartier Bécon d'Abomey. Et le pagne là, c'est le roi Agonglo qui a créé. Ça a plusieurs qualités. Il y a qualité Tivi, il y a qualité Tigan. Lorsque la personne veut la bonne qualité, ça c'est la qualité Tigan. Il y a le fil DMC qu'on achète, ça là ça vient de la France, ça coûte un peu cher. Il y a le fil de CITES Locosa, là aussi on achète ça aussi. Nos ministres, nos députés, ils peuvent faire un tour sur le centre artisanal, voir comment les gens ils sont en train d'évoluer. Au moins les nappes de table, ils peuvent acheter, faire des cadeaux. Mais c'est compliqué, ils n'achètent pas. Il faut faire local. Ceci, justement, peut contribuer à l'économie nationale. On fait des rideaux, on fait les nappes de table, on fait des tapis. Tout ce qui fait le tissage, on le fait. Au Bénin, une remarque importante. Peu de gens s'intéressent au pagne tissé. Les raisons sont multiples. Le coût élevé comparativement à ceux importés des pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et bien d'autres. Les tissus tissés au Bénin nous reviennent un peu plus chers. Et ceux de la Côte d'Ivoire, par exemple, on a de la facilité à les prendre. Ici, par exemple, moi, je fais les 4 mètres à 20 000, parfois à 18 000. Mais quand il faut prendre le tissu tissé ici, il faut aller dans les 20-25 000 pour les 4 mètres. Et les clients trouvent que c'est déjà trop cher. Les motifs sont inspirés des rituels et des cérémonies religieuses de chaque culture au Bénin. Ces tissus sont des symboles utilisés lors des cérémonies traditionnelles. On reste dans le secteur de l'art à la suite d'échanges avec 3 artistes plasticiens majeurs béninois, Ludovic Fadairo, Dominique Zinkpe et Charlie Dalmeda. L'Institut français du Bénin a fait naître un projet de résidence de création. Un projet destiné à 3 jeunes plasticiens, Anne-Marie Aklogan, Renaud Agbemandon et Keirat Zato. De ce cheminement naît une exposition d'œuvres d'art. Voici les œuvres de Anne-Marie Aklogan vues par Daniel Ada, Jules Kweikou et Patrick Diossou. Anne-Marie Aklogan, jeune plasticienne aux mains gantées de pinceaux, Marie, couleur vive et teinte pâle dans ses tableaux. Des tableaux qui respirent l'acrylique, l'aquarelle, la gouache, l'encre et le graphite dans leur peinture. Une peinture qui aspire l'attention par l'abstraction et le figuratif de ses œuvres. Des œuvres qui s'inspirent des faits sociaux, comme ici. Ici, à l'IFB, Institut français du Bénin à Cotonou, Anne-Marie Aklogan conspire positivement dans le trio de jeunes plasticiens à l'affiche de l'exposition Nouvelle Génération. Là maintenant, nous sommes devant l'une des œuvres exposées ici. Je l'ai nommée Aube opaque. Aube opaque parce que je pense à tous ces enfants dans des pays de guerre. Ces enfants qui doivent tout le temps vivre sur le qui-vive. Moi, je travaille sur le concept de la marche de l'être humain. J'ai pensé à ces enfants, comment est-ce qu'ils se déplacent pendant ces périodes de guerre dans leur pays. Derrière moi, tout juste là, il y a l'œuvre que j'ai nommée Sondage. Je pense à toutes ces décisions, tous ces pas que nous devions normalement faire quand nous voulons poser nos pas dans un milieu donné. Il faut faire d'abord un sondage afin de savoir comment poser ses pas. Accouchée le 4 avril, l'exposition expire le 4 mai 2024. Une exposition qui transpire de 3 mois de résidence de création pour Anne-Marie à l'atelier Fadairo, SIA à Kpakpa, zone des ambassades à Cotonou. Lieu fascinant du parrain Fadairo, fantastique chef d'État dans la République des arts plastiques. Une résidence triangulaire sous l'initiative de Mme Fabienne Bidou pour enfin répondre à l'adage qui dit
que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Prions que cette initiative soit reprise ailleurs et continuée pour le bonheur de la création humaine. À l'état civil, Anne-Marie Marie-Élise Akplogan soupire à Abomey-Calavi. À l'état artistique, Anne-Marie Akplogan aspire marier les gants au pinceau de l'art plastique à l'international. Disparition d'une Amazone internationale des lettres, Maryse Condé, de son vrai nom Maryse Liliane Apolline Boucolon, a tiré sa révérence à 90 ans le 2 avril dernier. Le monde de la littérature lui doit une impressionnante création littéraire qui explore l'esclavage, l'affirmation des Noirs et de la femme. Sur l'émission Club Média 7 dimanche dernier, les invités sont revenus sur son parcours. Suivons ici quelques extraits. Moi, je la connais en tant qu'écrivaine. Elle a une bonne production. C'est pour dire qu'au lieu de rester toujours à l'arrière-plan, les femmes peuvent s'engager dans la lutte de libération des peuples. Ce n'est pas seulement rester là à subir. Et il faut que les femmes comprennent, qu'elles soient instruites ou non instruites, qu'on a un idéal à défendre. Parce que si vous n'êtes pas là, il faut prendre les décisions. Si vous n'êtes pas là, on est soi-même aguerri pour défendre ses propres causes. Elle, à travers ses écrits, à travers sa fonction de journaliste, elle a défendu les causes des peuples africains. Et je voudrais que les autres femmes lui emboîtent le pas. Voilà des personnalités qui ont su affronter les difficultés. Quand vous êtes de sexe féminin et que vous vous engagez dans ces luttes-là, surtout éveil de conscience, dénoncer l'état de la colonisation, dénoncer la mauvaise gouvernance, vous êtes mal vu par les hommes. Elle n'a pas vécu de façon inutile. Elle a marqué sa génération et je voudrais que beaucoup de femmes lui emboîtent le pas. Elle a suffisamment démontré de quoi elle était capable et elle doit être un exemple pour les femmes qui de plus en plus aujourd'hui essaient de s'affranchir. Aujourd'hui, on parle de féminisme, on parle de protection de la femme. Aujourd'hui, au Bénin, on veut que les femmes aillent beaucoup plus au devant de la scène. Je crois qu'elle est un exemple. Et si une femme veut véritablement s'affranchir, je crois qu'elle doit retourner lire beaucoup sur Maryse Condé. Et celle dont nous parlons aujourd'hui a apporté des valeurs, notamment sur des questions concernant l'esclavage, des questions concernant les femmes. Et il y a derrière elle un engagement personnel qui appelle un engagement collectif à défendre les femmes, à défendre ce qui est bien dans la communauté. Et c'est un exemple à suivre. Mais le mieux, c'est qu'après elle, qu'il y ait des personnes qui continuent de faire la lutte et faire la lutte comme elle. Laissons-nous à présent inviter à la nuit de la destinée, moment particulier d'adoration pendant le mois du Ramadan. Sa haute valeur symbolique pour les musulmans est inscrite dans le Coran. Au cours de cette nuit sacrée, les fidèles sont invités à plus de piété. Explication de l'islamologue Salifou Bouraïma au micro de Patrick Ayadji et de Michael Nouati. La nuit de la destinée pour notre communauté, c'est une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et qu'est-ce qui est descendu dans la nuit de la destinée, c'est le Coran. Le Coran qui est un guide comportemental, une bréviaire que tout bon musulman doit pouvoir suivre pour bien vivre sur la terre et préparer son séjour au-delà. C'est les invocations qui sont multipliées. Le Coran l'a dit et le prophète l'a confirmé que cette nuit-là, les anges descendent, n'est-ce pas, au plus bas niveau, n'est-ce pas, pour accepter nos invocations. Donc, quand vous faites ces invocations-là, les anges disent Amen. Amen. Or, quand vous faites une invocation et que l'ange dit Amen, c'est écrit. C'est écrit et c'est mentionné dans les bonnes œuvres. Et dans ces 10 nuits-là, il y a une nuit plus importante qui est la nuit de la destinée, où toutes les faveurs de Dieu sont accordées à ceux qui font l'adoration. C'est-à-dire, dans l'adoration, le bienfait, le cadeau, la zakat, c'est-à-dire les aumônes, tout ça là, c'est un bienfait. Et quand vous sortez de cette nuit-là, vous vous sentez léger, vous vous sentez satisfait.
et vous êtes élevé, n'est-ce pas, à un niveau spirituel très important et qui vous donne la satisfaction morale. Et dans moins de 24 heures, les fidèles musulmans vont fêter Ramadan, un événement qui met fin au mois de jeûne au cours duquel il faut pratiquer la zakat, l'aumône de la rupture du jeûne musulman. Sens et symbolique de cette pratique avec Pierrette Adéossi qui a posé la question à l'imam Nouroudine Ali Balogun. Il est l'imam de la mosquée centrale Djabir de Boïkon. On le suit. Il y a deux sortes de zakat. Celle-ci, elle s'appelle zakat al-fitr. Que la zakat, l'aumône de la rupture des jeûnes, ça accompagne le jeûne que le jeûneur a fait. Pourquoi? Parce que on a des péchés, on a des malfaits qu'on a fait pendant le carême. Avec le zakat, ça accompagne le carême pour pouvoir donner plus de poids à ce que tu as fait vers Allah, le Tout-Puissant. Et la zakat, ça se fait comment? Il faut que tout musulman, femme, homme, majeur, faut être majeur. Tu dois enlever une sorte de céréale que tu dois donner à un pauvre. Mais ce qui est plus recommandé, c'est de faire le jour avant la fête. Il y a une mesure qu'on appelle les mesures de prophète, qu'il faut mesurer 4 fois dans un bol qui revient à une seule personne. Maintenant, il faut le faire très tôt le matin, avant d'aller à la prière de Idi. Dès que le fidèle rate de sortir ce zakat de sa maison pour l'amener à l'endroit de celui qui doit prendre, ou bien à une mosquée pour déterminer qu'il a sorti de sa maison, jusqu'à ce que l'imam finisse la prière à la place de Idi, cette zakat n'a plus sa valeur de zakat al-fitr. Ça devient un cadeau simple pour les fidèles. Donc, il est recommandé de le sortir avant d'aller à la place de Idi pour la prière de la Idi al-fitr. Et cette action sociale pour marquer le mois du Ramadan, la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin a fait un don de vivres aux pensionnaires du Centre national hospitalier et universitaire de psychiatrie de Djako. Esther Amessiga, Igor Ayoso. Le geste. Il est plein de sens en cette période du jeûne musulman. Le sens du partage. Et c'est la Jamaat islamique Ahmadiyya qui en est l'auteur. Ses membres sont aux côtés des patients du Centre national hospitalier universitaire de Cotonou avec des vivres alimentaires. Au nom de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin, nous sommes venus, ne serait-ce que pour leur donner la joie, en leur apportant 8 sacs de riz de 50 kg, 10 cartons de spaghettis et 2 bidons d'huile de 25, 4 carton de tomates et un sac de sucre en poudre. Et avec ça là, nous sommes déjà contents que pour la fête, nous n'avons pas oublié nos frères. En se rendant au CNHUP, la Jamaat islamique Ahmadiyya veut répondre ainsi aux recommandations du Coran en période du jeûne musulman. Jamaat islamique Ahmadiyya qui présente vrai visage de l'islam dans le monde entier, nous sommes toujours prêts pour l'humanité dans le domaine de la santé, l'eau, l'électricité, etc. L'islam nous donne l'enseignement qu'on va partager notre joie avec tout le monde sans distinction de religion. Il y a beaucoup de frères qui sont musulmans et non musulmans qui n'ont pas moyen qu'ils puissent célébrer la fête. N'oubliez pas, parce qu'ils sont aussi les hommes. Et selon l'enseignement de l'islam, nous devons les aider. La Jamaat islamique Ahmadiyya n'est pas à son premier geste. Prochaine cible, les détenus de la prison civile de Cotonou.
Et je vous donne lecture de ce communiqué. Le ministre du Travail et de la Fonction publique rappelle que conformément aux dispositions de la loi numéro 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin, la journée du mercredi 10 avril 2024, jour du Ramadan, est férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Au nom du gouvernement, le ministre souhaite à tous une bonne fête. On parle sport avec les phases finales du championnat national de basketball saison 2023-2024. Elle débute le samedi 13 avril prochain. Les rencontres vont se jouer en aller-retour entre 4 clubs, dont Énergie Basketball Club, présent en hommes et dames. L'équipe de la SBE a livré des matchs amicaux pour se préparer à mieux affronter leurs prochains adversaires. Afin d'aller vers un sacre, la dernière rencontre en date, c'est face à l'ASPAC. Ernest Tetegou, Blaise Atanko. Énergie Basketball Club cette saison, c'est un seul objectif, être champion du Bénin. Et on doit donner le meilleur de nous-mêmes, on n'a pas droit à l'erreur. Notre défi, c'est de pouvoir amener les trophées pour l'entreprise. La saison sportive 2023-2024 débute sur des chapeaux de roue pour les 2 catégories, hommes et dames. Contre toute attente, avec sa modeste formation en hommes et en dames, Énergie s'en sort face aux nombreux adversaires dans la conférence sud. ASPAC, Renaissance, Élan, Avrancourt et AOL. En play-off de la même conférence, le club de la SBE se signale. Il prend la première place en hommes et en dames à la surprise générale et se qualifie pour les phases finales. L'adversaire à cette prochaine étape pour les dames, c'est Cavalier. Les hommes affrontent Longou. Ces 2 équipes du Nord occupent respectivement la 2e place. Pour mieux préparer ces phases fatidiques, Énergie a entamé sous peu une série de matchs amicaux. La dernière rencontre s'est jouée sur le parquet d'Énergie Basketball Club face à ASPAC BBC. Les électriciens, malgré un premier bon carton en toute maîtrise, 18-6, vont baisser en rythme et s'inclinent 68-72. Le plus important, c'est le contenu. Ce n'est pas nécessairement qu'il faut gagner, c'est bien de gagner, mais c'est le contenu qui est le plus important. Corriger les insuffisances et améliorer ce qui avait été dit. L'équipe dames, elle termine sa préparation sur une victoire laborieuse, 48-42. Une victoire malgré l'absence de 2 de ses cadres. Depuis quelques mois, on s'entraîne pour les phases finales et pour ce faire, on a eu 3 matchs amicaux. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On a une demi-finale et cette demi-finale, c'est de défendre full court, c'est-à-dire tout terrain. Et quand on défend tout terrain, on essaye de gagner des ballons et de marquer des paniers faciles. Nous sommes aguerris, nous sommes apprêtés et notre défi, c'est de pouvoir amener les trophées pour l'entreprise. Énergie Basketball Club débute ses matchs à domicile. Début des playoffs le samedi 13 avril. Hors du Bénin en Tunisie, un aventurier britannique achève une traversée de l'Afrique en courant en Côte d'Ivoire. Le commissaire européen affirme que le pays a bien avancé dans la lutte contre la déforestation. En Mozambique, un naufrage fait 97 morts, dont de nombreux enfants. Le point avec Esther Amessiga. Le commissaire de l'Union européenne à l'environnement a affirmé lors d'une visite de plantation de cacao en Côte d'Ivoire que le pays a bien avancé dans la lutte contre la déforestation. Selon ses propos, l'objectif de cette visite est d'assurer une transition douce pour que les produits qui arrivent dans l'Union européenne ne contribuent pas à la déforestation en Côte d'Ivoire. Le Parlement européen a adopté en avril 2023 un test interdisant l'importation de produits issus de terres qui ont été déboisées après le 31 décembre 2020. En Mozambique, le naufrage d'un bateau de pêche surchargé fait au moins 97 morts. De nombreuses familles, paniquées après avoir entendu des rumeurs sur une épidémie de choléra, s'étaient précipitées dans le bateau. L'embarcation, qui transportait quelques 130 personnes, dont de nombreux enfants, s'est trouvée en difficulté dimanche en début de soirée, alors qu'elle se dirigeait vers une petite île située au large de la province septentrionale de Nampula. Dimanche, les autorités avaient déclaré que le bateau avait coulé parce qu'il était inadapté au transport de passagers.
En Tunisie, le coureur britannique Russ Cook, âgé de 27 ans, a franchi dimanche la ligne d'arrivée à Cap Angela après avoir couru plus de 16 000 km, devenant la première personne à avoir traversé ce continent en courant. Il a couru dans des montagnes, des forêts tropicales et des déserts, dont le Sahara. Il était parti le 22 avril 2023 de la pointe sud de l'Afrique du Sud pour son Project Africa et a réussi à lever plus de 574 000 livres sterling qu'il va verser notamment à une organisation caritative britannique qui aide des jeunes sans abri. En France, un homme de 22 ans, placé en garde à vue après son interpellation vendredi, est mis en examen à Grenoble, notamment pour 2 viols et une tentative de viol, a reconnu les faits pour une des victimes, confondue par son ADN. L'annonce a été faite par le procureur de Grenoble, Éric Vaillant, lors d'une conférence de presse qui a fait savoir que le suspect encourt jusqu'à 15 ans de prison, voire 20 ans, si le caractère sériel des viols peut être établi. Et c'est la fin de ce 13h. Merci à tous de l'avoir suivi.